la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec le pouvoir législatif. Et enfin, la fixation d'un délai pour le pouvoir de l'indépendance au peuple camerounais. Tels sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles je peux vous demander ma mandature pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. La première procédure vise à faire condamner par le juge pénal M. Essoussé, directeur général d'ENECAM, pour abus de fonction et atteinte aux droits civiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'heure des vérités sur la chaîne FCC Europe TV. Ce soir, nous allons explorer une question centrale. Le quid de la crise post-électorale? Est-elle en train de se résorber ou au contraire de s'enraciner? Entre nominations stratégiques, journée nationale de deuil, vidéo embarrassante d'Antaranji et dérives inquiétantes de la politique de jeunesse, le Cameroun vit un moment charnière où s'affrontent l'égalité proclamée par le président Issa Chiroma et légitimité revendiquée par le pouvoir sortant. Pour nous éclairer durant cette émission, nous allons avoir comme invité, et pas des moindres, Madame Marianne Canet, figure historique du Manidem, actrice politique de premier plan, témoin lucide et courageux des dérives du système. Bonsoir Marianne et bienvenue dans notre émission. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous. J'adresse aussi un salut très chaleureux à vous, chers web auditeurs et web auditrices, situés aux quatre coins du Cameroun, d'Afrique et de la diaspora. Je vous invite à partager massivement cette émission. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos groupes WhatsApp et vos communautés, car l'enjeu est immense et chaque Camerounais mérite de comprendre ce qui se joue dans notre pays. Merci d'être nombreux à cette émission. Avant de poursuivre notre émission, nous allons diffuser une vidéo où Maître Alice Combes, nouvellement nommé porte-parole du président Issa Chiroma, met en garde le Conseil constitutionnel et réclame toujours la vérité issue des urnes. À vous le studio. Nous allons avoir la régie qui va nous lancer la vidéo de Maître Alice Combes. C'est parti. Mieux que je meure tout de suite et que j'aille au bois des singes. C'est ma place là-bas. C'est là-bas que c'est le monde du silence. Pas ici où je suis. Le monde de la parole. Vous avez évoqué des dizaines de morts, des arrestations, des tortures et des disparitions. Avez-vous des éléments concrets, des témoignages? Est-ce que c'est faux? Quand vous avez quelqu'un qui dit O, l'autre qui dit Z, si vous voulez connaître la vérité, c'est vous qui menez les enquêtes pour savoir si c'est Z ou si c'est O qui est authentique. C'est pas moi. Est-ce que vous avez Moi j'ai dit O. J'ai dit O. J'ai des chiffres de O. Mais est-ce que vous êtes la personne à qui je vais dire voilà mes chiffres? Non. Vous-même, vous m'avez dit que le Conseil constitutionnel a fait ses chiffres. Moi j'ai les miens. Voilà. Les miens, même si vous les consultez aujourd'hui, ça sert à quoi? Celui qui avait les faux chiffres a déjà dit que c'est ça. Et c'est lui l'institution. Qu'est-ce qui vous empêche encore là? Mais moi, je sais que les chiffres donnaient Issa Chiroma Bakari gagnant de cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est normal. Tout le monde a vu Issa Chiroma ici faire sa campagne. Tout le monde a vu la foule qu'il a drainé à Bafoussam, à Douala. Vous avez vu, non? Regardez les chiffres, regardez les images. Vous avez vu Paul Biya en train de faire quelle campagne? Il a demandé les voix de qui? On ne peut pas lui demander ce qu'il n'a pas. On ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Mais on a donné à quelqu'un qui est venu demander, on lui a donné. On ne fait pas ça deux fois. Le parti au pouvoir estime que... Le parti au pouvoir, c'est qui? C'est Issa.
Peut-être, voyez, vous utilisez, on ne va pas parler le même langage. Le parti au pouvoir, c'est qui? Qu'est-ce que le peuple a envoyé là-bas? Vous savez ce que ça vous a coûté, vous, le contribuable camerounais, pour organiser une élection, pour donner ce résultat? Mais on se fout de vous. Mais c'est une gifle à la démocratie. Mais c'est un coup de poing dans la gueule du peuple. Et vous me référez à ça? Pas moi. Je ne suis pas dedans. Votre parcours montre que vous avez toujours refusé la peur. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer ce combat malgré les risques évidents que vous prenez en vous opposant frontalement au système en place? Mais si vous me dites que je suis en train de violer une loi en faisant ce que je fais, on peut discuter. Quelle est la loi que je viole là? Moi, je peux vous donner les textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités qui me donnent la liberté d'expression. C'est au nom de ça que je parle. Moi, je peux vous dire ça. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ce que je fais, de parler? Moi, je peux vous donner les textes ratifiés par le président Biya et acceptés au Cameroun et qui s'appliquent au Cameroun, qui me permettent qui me donnent le droit fondamental de parler et qui me protègent pour que je parle. Alors, je vais commencer à avoir peur que, oui, Biya va se fâcher si je dis que la vérité, je ne peux pas, la loi est avec moi. Qu'il la viole et qu'il vienne m'arrêter. Mais pas avant. Je ne veux pas commencer à me faire peur avant, alors que j'ai agi en parfaite connaissance de cause, en sachant que ce que je fais rentre parfaitement dans le cadre des lois de la République, y compris la Constitution sur laquelle il a prêté serment de respecter. J'agis conformément à ça. Et vous voulez que je me mette la peur au ventre? C'est pas moi. Marianne Ekane, après cette déclaration ferme de Maître Alice Combes, comment analysez-vous cette nomination et la portée politique du message adressé au Conseil constitutionnel? Maître Alice Combes a tout à fait raison quand il dit que la loi la protège et lui donne le droit, la liberté d'expression, de dire son désaccord et de dire qui a gagné. Et la loi la protège. Je ne vois pas en quoi dire son désaccord, dire que Issa Chiroma a gagné doit être un délit susceptible d'aboutir à une détention de qui que ce soit. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui contestent des élections, on ne les arrête pas. À partir du moment où ils ne violent pas la loi en allant, comment dire, assiéger le Parlement ou autre chose. Tout le monde, on a le droit de contester. Et la nomination de Maître Alice Combes par le président Issa Chiroma est une très bonne chose parce que déjà c'est une grande avocate et elle sait de quoi elle parle et c'est une femme de pointe et ça nous ravit fortement. Cette nomination, elle est justement à la place qu'il faut et elle est la femme qu'il faut à cette place-là. Est-ce que vous parlez de la nomination comme étant une très bonne chose? Pour vous, est-ce que pour le président Issa Chiroma, est-ce une simple stratégie, acte de rupture ou un véritable début de recomposition de l'opposition nationale? Comment analysez-vous cette nomination de son point de vue? Je peux dire les trois, c'est une véritable composition du paysage politique national, c'est un acte de rupture. Et la troisième, c'était? La troisième, c'était une simple stratégie. Parce que choisir Maître Alice Combes, qui est tout un symbole de la résistance, et de la résistance comme un grand avocat, c'est aussi stratégique peut-être. Peut-être en faisant allusion à la communauté qui n'est pas très impliquée. Est-ce qu'il a pensé à ça, le président Chiroma, quand il l'a nommé? Vous parlez de quelle communauté? La communauté LGBT? Non, bah ça, par exemple. Ou LGBT. Oui, pourquoi pas? Tout ça. Puisqu'il a défendu elle a défendu et elle défend cette cause. Maître Alice Combes est une avocate, donc elle peut défendre les droits des gens de LGBT. Elle a tout à fait le droit. Et ce n'est pas la promotion des mœurs. Et puis en politique, on n'est pas dans la morale. Et la morale, c'est de qui?
et quand vous parlez de stratégie, c'est en politique, il y a toujours une stratégie. Derrière, c'est aussi une stratégie. On fait la nomination de façon stratégique avec des gens qui sont compétents, qui doivent être à la place qu'il faut. Donc, je peux dire, accepter que c'est tout à fait une stratégie. Comme le pouvoir, stratégiquement, nous a exposé la fille du président, je ne sais pas si c'est la fille ou c'est le fils, la fille du président avec sa copine, sa femme ou je ne sais pas quoi, brésilienne. Et le pouvoir a exposé ça aux yeux du monde. On a vu cette brésilienne faire des pauses au palais, à l'Assemblée nationale, on l'a vu à Etoudi, on l'a vu partout. On nous a carrément montré comme si on nous disait que maintenant on accepte les mœurs LGBT qu'on reproche à Alice Combes. Donc, si c'est une stratégie pour le président Chiroma, bon, peut-être, mais je crois que Alice Combes, c'est quand même une avocate, une grande avocate, c'est la personne qu'il faut, là où il faut. Est-ce que cette montée en puissance, parce qu'on voit que le président Chiroma s'entoure progressivement des personnes de forte valeur autour de lui. Est-ce que cette montée en puissance contribue-t-elle à fissurer le mur de la dictature ou à replacer la légitimité au centre du combat politique? Cette maison sert plutôt à replacer la légitimité au centre du combat politique. C'est cette légitimité que le peuple a donnée au président Issa Chiroma, qu'on revendique et qu'on va revendiquer jusqu'à la fin. Ce n'est pas s'entourer, on s'entoure des personnes compétentes et des personnes qui partagent la même vision que le président Issa Chiroma, du moins le fait que le résultat que le peuple va accepter, c'est le résultat issu des urnes. Donc, on est en accord avec ça. Donc, si j'ai bien compris, le président Chiroma met la méritocratie au centre de sa politique. Nous savons que ce qui est reproché au pouvoir sortant, c'est d'être de nommé par récompense ou de nommé par alliance, c'est-à-dire que ça c'est mon frère, je nomme mon frère, même si je sais qu'il n'est pas compétent, je le nomme quand même, alors que M. Chiroma veut mettre la méritocratie au centre de la réussite. Est-ce que vous partagez cette vision? Absolument, parce que ce pouvoir néocolonial de Yaoundé, c'est un pouvoir ce sont des rentiers, soit on nomme des gens pour des positions de rente, ou soit c'est des gens qui se sont compétents ou pas, comme eux-mêmes ils disent, ils ont mouillé le maillot. Parce qu'aujourd'hui, c'est même entré, c'est rentré dans l'imaginaire, dans le subconscient collectif des Camerounais, qu'il faut mouiller le maillot, défendre l'indéfendable pour espérer un poste, espérer une récompense. Donc, ils ont installé ça dans le subconscient des Camerounais, ce qui fait que même des gens qui vraiment trouvent que ce régime a fait beaucoup de mal au Cameroun, se mettent à défendre ce régime en espérant un poste. On a vu des gens qui défendent des choses invraisemblables, qui défendent même le fait que nos forces de l'ordre tirent sur des jeunes à main nue. Il y a des gens qui défendent cela en se disant peut-être que je serai récompensé. On a vu Momo qui a été récompensé parce qu'il attaquait, le MRC, il attaquait sa communauté, la communauté Bamileke, il a eu sa récompense. Donc, tout le monde s'est dit que c'est le moment, peut-être que j'aurai la place de Momo, on a vu jamais. Donc, les pro-BIA, je dis même pro-BIA entre guillemets, parce que dans le fond, ils savent tous que ce pouvoir de 43 ans a fait du mal au Cameroun. Ils le savent. Ils sont conscients de cela. Mais l'intérêt personnel, l'intérêt individuel, le fait de pouvoir
hérité d'un poste de ministre, de secrétaire d'État ou un poste de directeur dans une société privée ou même des marchés fictifs, les amènent à se nier, pardon, à se nier, à se renier. Et je trouve ça extraordinaire. Et certains qui ont peur de perdre leur poste aussi se nient. Quand je regarde ces gens-là, je me dis, mais comment ils font pour dormir? Or, avec le président Issa Tiroma, nous l'espérons et je le crois, que les gens seront nommés en fonction de leurs compétences, en raison de leurs compétences, parce que ce pays doit avancer. On ne peut pas refaire la même chose que le RDPC. On doit faire avancer ce pays, faire décoller ce pays en mettant en état de nuire ce pouvoir néocolonial de 43 ans qui nous a fait tant de mal, qui broie les Camerounais. Merci. Juste la question qui me vient à l'esprit en entendant tout ce que vous venez de dérouler, c'est de savoir quel message on pourrait donner à ceux qui, parce que nous n'allons pas croire ici, nous ne faisons pas croire aux gens que tous les Camerounais qui travaillent pour le gouvernement sont, tous les fonctionnaires sont de personnes incompétentes. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas un message pour rassurer ceux qui sont méritants, pour dire que les méritants n'ont rien à craindre du pouvoir de M. Tiroma? C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui ne méritent pas peuvent s'inquiéter de leur position, mais ceux qui méritent d'être à leur place, ils n'ont rien à craindre parce qu'on est obligé de composer avec tout le monde. Le Cameroun est un et indivisible. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais heureusement encore que même ceux qui travaillent avec le pouvoir en place, il y en a de compétents. Heureusement, parce que s'il n'y en avait pas de compétents, je crois que ce pays serait déjà complètement... C'est eux qui tiennent cette partie, cette frange de Camerounais qui sont compétents, qui travaillent. Il y a la continuité de l'État, il y a des bons fonctionnaires, des gens qui font leur boulot, et à côté de cela, il y a ceux qui sont là pour les positions de rente. Donc, celui qui fait bien son travail, moi j'ai rencontré des fonctionnaires, mais compétents, et cela m'a même surpris, parce qu'au départ, on a tendance à croire que bon, tout le monde, c'est la corruption, et quand on rencontre dans des bureaux des gens qui vous rendent, qui vous rendent service, qui font leur travail sans demander quoi que ce soit, ça existe au Cameroun, ça existe. Mais ce genre de personnes aussi souvent sont relayées dans des postes subalternes, ils n'ont pas de promotion, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la corruption de ce pouvoir néocolonial. Le pouvoir néocolonial, il est comme ça. Il récompense ceux qui sont dans leur sur la voie qu'ils ont tracée. Tous ceux qui ne rentrent pas, on les met de côté, mais il y a des gens compétents. Dans ce pouvoir, vous savez, pour vous dire, nous avons des camarades, des anciens manidémistes, hein, je parle de leur cité, ce sont des gens qui ont fait la lutte révolutionnaire. Ils sont dans ce pouvoir. Il y en a même au Conseil constitutionnel. Ah bon? Mais coincés dans... Ah oui! Je ne veux pas citer celui-là, mais un ancien manidémiste qui, s'il m'écoute, il se reconnaît. Donc, c'est des gens, je ne crois pas que ce genre de personnes, l'esprit manidémiste, la formation politique qu'ils ont eue avec le manidème se soit évaporé. Non, au fond, il y a encore cet esprit manidémiste, mais aujourd'hui, avec la pression de la famille, des enfants du village, tout cela fait que chacun pense un peu, ils sont pris dans quelque chose qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. C'est pas que je leur trouve des excuses, mais je dis qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens compétents, mais qui sont pris dans une espèce de un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Parce que bon, il y a la pression des familles. Mais vous ne pensez pas que c'est facile, hein? Dans les familles, il y a des gens qui vous disent que qu'est-ce que tu fais dans l'opposition? Ça te rapporte rien, ça nous bloque.
Dans nos familles, on attend ça. Et vous pensez qu'un jeune qui sort fraîchement de l'école, avec toute sa bonne volonté, a du mal à aller se militer dans un parti d'opposition. Il a du mal. Parce qu'il est en train, le Cameroun, ils ont fait en sorte que les jeunes puissent penser que si on milite dans un parti d'opposition, on a plombé sa vie. La famille nous fait la pression. Mais il y a des gens compétents. Il suffit simplement, on peut faire avec les mêmes personnes autre chose. J'ai souvent tendance à dire que même M. Biya, dans un régime tel que le régime en Allemagne, il serait chancelier, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait au Cameroun, même avec la bonne volonté, parce que le système ne le lui permettra pas. Mais si vous prenez même, je vais dire, une dame qui était là comme Angela Merkel ou Margaret Thatcher, vous l'installez dans un régime comme celui qui est au Cameroun, même avec toute la bonne volonté, elle ne ferait pas mieux que Biya. Elle ne ferait pas mieux, parce que c'est un système, c'est tout le système qu'il faut mettre hors d'état de nuire. C'est un système, et quand on est là-dedans, on est pris dans quelque chose que souvent même soi-même on ne comprend pas. Nous, on est obligé de marcher. Mais je dis aussi qu'il y a des gens, malgré cela, qui disent non, je ne marche pas. Et bien sûr, ils sont injectés. Donc, il y a des gens compétents. Ok, très bien. Comment on pourrait faire pour installer, donc, on a compris, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'en Allemagne, dans certains pays, c'est le système qui est fort, qui oblige les dirigeants à s'adapter. Comment faire alors pour réinstaller ce système fort? Disons que quand le président Biya était Premier ministre, sous Ahidjo, il y avait des plans quinquennaux, il s'était adapté et c'était même il s'était adapté à ce système qu'avait mis en place le président Ahidjo et qui a amené le Cameroun vers le développement qu'on a connu. Comment expliquer que maintenant, ce retour en arrière et cette dégradation économique du Cameroun, comment on peut faire pour redonner cette image-là? Comment on peut faire? Est-ce qu'on a quelque chose à attendre de ce pouvoir? Est-ce que c'est ce pouvoir qui pourra le faire? Il faut faire attention à ce que vous dites parce que le Biya est la continuité de Ahidjo. Ahidjo, c'était aussi un régime néocolonial, un système néocolonial. Biya n'est que la continuité de Ahidjo. Sauf avec quelques différences, c'est que, à mon sens, Ahidjo, ce n'était pas, était un peu plus penser un tout petit peu à l'intérêt du pays et c'était quelqu'un qui n'était pas tout le temps dehors. Et même les palais qu'on a conçus au Cameroun, c'est sous Ahidjo. Il y avait des palais dans presque plusieurs villes. M'avez-vous vu déjà Biya aller passer des jours dans ce palais, à part aller à Kribi? Et encore, Biya est un agent de l'étranger. Ce qui l'intéresse, c'est l'extérieur, pas le Cameroun. Il n'en a rien à cirer. Dans combien de palais? Il y a un palais à Douala, il y a un palais à Kribi, il y a un palais un peu partout, où certains sont déjà en friche, complètement défraîchis. Monsieur Biya n'y va pas, il préfère aller au lac Léman, regarder. C'est ça qui voilà la différence entre Ahidjo et Biya. Biya ne connaît pas le Cameroun profond. Il n'y va pas, il ne raconte pas les Camerounais. Il les raconte. Voilà la différence. C'est des deux personnalités différentes. Même si les deux régimes, c'était des régimes, le système est un système néocolonial, est un système néocolonial qui est plus centré vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, comme M. Biya, tient son pouvoir de l'extérieur. Il n'est redevable qu'à l'extérieur. Il n'est pas redevable aux Camerounais. Parce que s'il se sentait redevable aux Camerounais, il ne serait pas le Cameroun dans cet état. Il va bien dans les grands hôtels, il va en Suisse, il regarde. Quand il regarde les rues à Genève, et il rentre au Cameroun, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je vous assure que moi, si je viens chez vous et que vous avez un jardin super et tout, quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder mon jardin en me disant comment faire pour que mon jardin soit aussi beau. Mais Biya fait tout ce trajet, il est là, il passe ses jours et des mois à l'étranger. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte
quand il rentre chez lui ou quand il reçoit donc ces étrangers, il n'en a rien à cirer. Le Cameroun ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Le Cameroun l'intéresse seulement pour être au pouvoir, mourir au pouvoir, se servir et que son entourage se serve. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 43 ans après, on en est encore à dire espérance. 43 ans, mais moi j'aurais honte à sa place. J'aurais honte vis-à-vis des autres chefs d'État. Regardez un peu. Je me souviens de l'Éthiopie, il y avait la famine en Éthiopie. Regardez l'Éthiopie aujourd'hui. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte vis-à-vis quand il va dans les sommets ailleurs, s'il y va. Quand il regarde même les autres pays, il ne se dit pas que il n'a pas honte. Non, moi, je trouve ça extraordinaire. Quand je disais tout à l'heure que Ahidjo, certes, le pouvoir d'Ahidjo était un pouvoir néocolonial, hein, c'est dans le prolongement du pouvoir colonial installé sous le général de Gaulle. Mais je pensais au projet de développement. Quelqu'un l'a dit, un artiste que je n'ose pas citer, en l'occurrence, ses initiales, c'est RB, Richard Bonnat, qui demandait, il y avait quoi avant? Mais on avait une société. On avait plein on avait une compagnie maritime, on avait tout ça. On avait un tissu industriel qui était naissant, qui évoluait. Mais tout ça a disparu aujourd'hui. C'est pour ça que quelque part on s'est dit, et puis à l'époque, la corruption ou même tu devrais justifier des revenus que tu avais. On ne faisait pas de manière criante et insolente. On affichait du détourner d'argent, vous affichez ça sur le monde et personne ne vous dit rien. C'est ça aussi la différence qu'il y aurait entre le régime Biya et le régime d'Ahidjo. Ahidjo a apporté quelque chose. On ne peut pas le nier. Il y avait une certaine discrétion qui n'existe pas avec le pouvoir Biya. Le pouvoir avec Biya, c'est on méprise tout le monde, on nargue tout le monde. C'est des gens qui ont, au départ, qui se sont dit, après le coup d'État de 82, ils se sont dit, 84, ils se sont dit, ah, on ne restera pas longtemps. Vous voyez? Donc, ils se sont dit, ah, il faut qu'on s'enregistre vite parce qu'en 84, on a failli nous enlever. Il faut qu'on se garde rapidement parce qu'un autre coup d'État va arriver. Et ils se sont installés là-dedans. Celui qui est nommé doit vite s'empiffler, voler parce qu'on ne sait jamais. Il y a une telle incertitude. Dans certains pays, dès qu'on change de gouvernement, les journalistes même, à part ces influenceurs qui racontent n'importe quoi, la tendance, ce que le souffle que le nouveau gouvernement va apporter, le nouveau président apporte, on peut savoir à peu près qui sera qui dans tel ou tel ministère parce que c'est du sang nouveau qu'on apporte. Mais avec Biya, on sait qui sera récompensé, qui a mouillé le maillot, qui a insulté les gens. Atangandi, comme il a insulté les gens, il va peut-être être premier ministre, mais Atangandi, qu'est-ce qu'il a apporté dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les gens qui sont là depuis 20 ans, les gens comme les femmes Ndogo, qu'est-ce que même une entreprise a besoin d'un nouveau souffle? A besoin d'un nouveau souffle. Et on ne demande pas, ce n'est pas une histoire d'ethnie et autres. Même au sein du RDPC, au sein du clan Biya, il n'y a personne qui pouvait challenger Biya. Donc tous, ils sont tous des incompétents, ils ont peur. Il aurait pu sortir quelqu'un de je sais pas, même son domestique, même un chien, même son chien, pour challenger, pour enfin donner un souffle nouveau, même si ce n'est pas le bon souffle, mais nouveau, pour que les gens puissent au moins, ça donne un petit coup de boost à une structure ou à une société. Donc tous, il n'y a personne. Pour qu'un homme, monsieur, qui est fatigué, qui ne s'occupe plus de rien, qui passe la plupart de son temps à l'extérieur, soit encore aujourd'hui à être président, à s'accrocher au pouvoir, alors que manifestement, cette fois-ci, il a bien perdu. Ces gens-là n'ont pas de cran, donc ils doivent leur place à Biya. C'est comme un totem. S'il n'est plus là, on ne sera plus là. Est-ce que c'est des... Ils n'ont pas de cran.
Ils n'ont pas de cran pour remplacer donc Biya ou se présenter et dire au peuple, je me présente avec tel programme et qu'on aille à la compétition, ils s'approchent derrière Biya comme des censures en le poussant devant, oui, comme c'est Biya. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Merci, Marianne. Nous allons passer à la seconde partie de notre émission. Cette partie va parler de la journée du deuil national et des tentatives d'étouffement de cette journée. Cette journée, elle a été diversement suivie. Nous allons suivre une courte vidéo et après ça, nous allons revenir sur le sujet. Je laisse la régie nous proposer cette courte vidéo. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vendredi le 21 novembre 2025, bravo, bravo Garoua. Tous les boutiques sont fermées. Une respective journée deuil national. Bravo, 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 bravo à tous les populations de Garoua. Tous les boutiques sont fermés. Mes films de Garoua Wando. Amiaga secteur fermé, mes films à Fayen. Bravo, 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 bravo. Le 21 novembre, deuil national. Deuil national. Voilà boutique Mapiti. Voilà boutique Mapiti de Lumo Garoua Kogo. Nous allons revenir sur le studio. Merci pour ce retour au studio. Bienvenue à la chaîne FCC Europe TV. Et pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, nous venons de voir une vidéo où on a passé 1 minute de silence et après on a vu le marché, une partie du marché de Garoua qui est totalement fermée. La question qui me vient à l'esprit, comment interprétez-vous, Marianne, chère Marianne, la journée de deuil décrétée le 21 novembre? Était-ce un acte symbolique fort, un moment de recueillement ou un geste de résistance nationale? D'abord, c'est un grand coup de chapeau pour le président Issa Chilombo. C'est vraiment la meilleure idée pour l'instant jusqu'à présent qu'il a pu avoir. Parce que vous souvenez que nous avons perdu des Camerounais qui se sont battus pour ce pays, comme les Oumioubé, les Moumier, les Ernest Ouandi. Jamais au Cameroun, il n'a été décrété aucun jour deuil national. Ça n'a jamais été. Que Issa Chilombo nous sorte ce coup de génie pour prendre le 21 novembre comme jour de deuil national qui inclut tous les Camerounais qui ont perdu la vie pour la liberté, pour la démocratie dans ce pays. C'est un coup de génie. Parce que ce n'était pas simplement, comme lui-même il a dit, pour les Camerounais qui sont tombés pour ces élections présidentielles. Non, il est parti de très loin. C'est tous les Camerounais qui se sont battus. Il a dit depuis, moi je dis depuis, bon disons pour lui, 84. De 84, il y a des soldats qui perdent leur vie dans le Nozo et beaucoup de FDS. Jamais M. Biya n'a décrété de deuil national pour tout ce monde-là. On voit dans les autres pays un jour spécial pour tous les martyrs tombés dans un pays. On n'a jamais eu ça au Cameroun. C'est un coup de génie. Et le 21 novembre restera gravé dans le cœur des Camerounais. Et chaque 21 novembre, on se fêtera, on aura un jour de deuil national. Quant à dire que ça a été
diversement suivis, c'est normal. C'est normal. Et tous les jours, les jours de deuil national, ne sont jamais suivis entièrement partout, dans tous les pays. Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations, mais ça a été bien suivi au Cameroun. Ça n'a pas été suivi uniquement à Garoua, ça a été suivi dans plusieurs localités du Cameroun. Ça veut donc dire que les gens ont respecté ces gens qui ont été tués pour simplement avoir osé parler, pour des gens qui sont sortis pour défendre leur vote. C'est un coup de génie et ça marquera l'histoire de ce pays. Est-ce à dire que le peuple camerounais n'écoute que les condamnants et n'écoute que les conseils du président Issa Chiroma? Parce que comme par hasard, on a parlé des 3 journées de ville morte, ils ont été suivis. Il relance l'idée d'une journée de deuil national qui se trouve aussi être suivie. Est-ce que c'est le peuple s'identifie à lui? Donc, si je comprends bien, c'est maintenant lui qui donne le là de la politique nationale au Cameroun? Non, c'est le peuple qui donne le là au président Issa Chiroma. C'est le peuple. D'accord. C'est le peuple qui lui donne, oui, c'est le peuple qui lui donne cette force-là. Vous savez, Issa Chiroma n'est qu'un, comment on dit ça, un fil conducteur. Issa Chiroma peut ne pas être là aujourd'hui, le peuple va se battre. Le peuple va continuer cette lutte. Donc, il ne pense pas que si ils arrêtent Issa Chiroma ou si, je ne sais pas, il arrive quelque chose, le peuple va dire, oh non, non, non. Le peuple camerounais est devenu mature. Le peuple camerounais prend ses responsabilités. C'est le peuple qui a porté Issa au pouvoir. Et c'est le peuple qui donne le là. Le peuple donne le là. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pas que le peuple attend Issa. Et le pouvoir sait que ce n'est pas Issa qui donne le là, que c'est le peuple qui va donner le là à Issa. Et voilà la différence entre les gens du pouvoir RDPC qui pensent que tout doit venir du Seigneur, du Messie, qui est bien. Non, c'est le peuple qui vote, qui élit quelqu'un, donc il est redevable au peuple. Et c'est le peuple qui donne le là. Ce n'est pas Issa, c'est le peuple. Notre peuple est mature. Et il viendra à bout de ce régime. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. OK. Le professeur Maurice Kamto avait prévenu dans une de ses sorties, il avait annoncé, il avertissait le pouvoir en place, que ce qu'ils ont fait en 2018, qu'ils n'essayent pas en 2025, ça ne marchera pas. Visiblement, personne n'a écouté. Parce que lui, il avait sûrement une vision. Le peuple semblait être prêt. Il avait dit qu'il n'acceptera pas, que le peuple n'acceptera pas cette forfaiture. Et que si jamais tout le monde doit passer, on passera et ceux qui resteront dirigeront le Cameroun. Était-ce un visionnaire ou juste un homme politique avisé, le professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce que cela vous inspire, cette sortie qu'il avait faite à l'époque, avant les élections? Mais c'est évident que un peuple opprimé mature, les choses ne se font pas comme ça. Un peuple ne se lève pas pour revendiquer leur. Attends, un instant. Non, il n'y a pas de souci. Marianne a dû s'excuser et nous sommes là, nous sommes toujours chez FCC Europe. Je vous invite à partager massivement à travers vos forums. N'hésitez pas à nous revenir. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement... La régie, merci à la régie qui nous a mis cette vidéo
C'est un extrait d'une vidéo du 31 mai 2025 lors de son intervention sur la place de la République. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto, un visionnaire, un homme politique avisé, quelle analyse faites-vous? Parce que l'histoire lui donne cruellement raison. Non, mais le visionnaire ou pas, en politique, on sait que les choses maturent. Les choses ne se font pas comme ça. Les choses maturent toujours. Comme on dit, ce sont toujours des petits pas quantitatifs qui font le grand saut qualitatif. Il y a eu des petits pas. Ça a commencé en 90, ça a traîné, il y a eu 2018, ça n'a pas marché. Et 2027, il n'y a que le pouvoir de néocolonial du Biya qui pense que les Camerounais que tout ce qu'ils font aux Camerounais, ils le font, les Camerounais s'en foutent. Un peuple mature, un peuple prend le temps et il arrive à un moment où on ne peut plus, le peuple ne peut plus accepter. Un peuple va se réveiller. Et certains peuples ont mis 60 ans, 100 ans, d'autres plus pour se réveiller. Maintenant, le peuple camerounais, après tout ce qu'ils ont subi, après 2018, après tout ce qui s'est passé, le peuple camerounais est devenu mature. Personne n'a vu, eux, ils n'ont pas vu venir ce peuple-là. Parce que pour eux, ils sont des autistes. Ils ne voient pas. Ils sont là. Non, c'est un peuple qui ne se souverainera jamais. Ils ont été surpris. C'est pour ça qu'ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils sont passés par le site du MINAT pour injecter Maurice Kamto. Ils n'ont pas vu Issa Chioma venir. Ils n'ont pas vu que le peuple allait se venger pour la forfaiture qu'ils ont fait dans la candidature de Maurice Kamto. Ils n'ont pas vu que le peuple était prêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font tout et n'importe quoi. On voit un ministre qui va distribuer de l'argent aux mototaxis. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Qui distribue 500 000. C'est quoi? Et cet argent, ça sort d'où? C'est sur quel budget? Ça sort d'où? Marianne, ça me permet justement d'aborder cette question. Mais avant d'aborder cette question, je vais demander, si ça ne dérange pas à la régie, de nous faire passer cette vidéo pour que tous ceux qui nous suivent soient en parfaite connaissance de la situation que vous évoquez là actuellement. Donc, je laisse à la régie de nous passer. Chile, déjà fini. Voilà, merci. Laisse un peu les ronds là. Voilà, c'est bon. On peut combiner ça aussi. Bienvenue sur notre chaîne l'émission L'heure des vérités. Marianne, après avoir vu cette vidéo, nous voyons dans la vidéo qu'il y a on met du carburant et on distribue des billets à certains mototaxis. Que révèle cet acte du gouvernement? Est-ce de la panique? Est-ce l'illégalité? Est-ce un aveu d'un pouvoir qui ne sait plus comment
comment renouer le lien avec sa jeunesse ou avec la jeunesse qui travaille? Comment vous interprétez ça? Mais ce pouvoir prend les caisses de l'État comme leur poche. Ça a été décidé par qui? Ça a été légiféré par qui? Et quels sont les noms de ceux qui sont en train de recevoir? Est-ce qu'on les a comptabilisés? Est-ce qu'ils sont connus? Donc quelqu'un se lève, il se lève, décide d'une caisse noire, prend de l'argent à distribuer sans écriture, sans aucune écriture. Est-ce que c'est leur caisse? Est-ce que c'est non? Mais on a vu ça où? Et je ne sais même pas s'ils réfléchissent à ça. On voit une image comme ça, un ministre qui met de l'essence, mais il y a quand même l'Assemblée, c'est sur quelle ligne de budget? L'Assemblée a décidé de... Où est-ce qu'on a vu, on a écrit que tous les motos-taxis, sans les noms, sans les localisations, rien. Donc, Atanga, il peut décider, le pouvoir peut décider de prendre de l'argent sans comptabilité, sans rien. Ils sont où? C'est leur maison, c'est leur poche. C'est incroyable. La panique, ils paniquent tellement au point de poser des actes comme ça, invraisemblables. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots quand je vois ça. C'est l'argent d'Atangandi, c'est l'argent du préfet, c'est l'argent de Biya, c'est l'argent de Chantal Biya, c'est l'argent de Gongo, c'est l'argent de qui? Cet argent sort d'où? Sur quelle ligne? Ça sort d'où? Donc il a pris comme ça. Peut-être qu'il va peut-être dire, oh, j'ai distribué 1 milliard. Oui, lui, il aura pris peut-être 600 millions. Il va dire, j'ai distribué 1 milliard, alors qu'il a distribué peut-être 100 millions. Ou peut-être 400 000. Ça sort d'où? C'est quoi ce pays? Et il n'y a personne pour voir ça. Non, mais attendez. Je comprends votre indignation, chère Marianne. Je comprends tout à fait votre indignation. Je ne comprends même pas. Ils veulent acheter quoi? Je ne sais pas. Ils veulent acheter quoi? Je ne sais pas. Acheter la paix, c'est créer des conditions pour que les Camerounais soient en paix, pas en leur distribuant de l'argent. C'est ça. Sortir de quelle ligne, on ne sait pas. C'est incroyable. Et le monde entier voit ça. Ils exposent son monde. Ils ont même oublié que le monde est ouvert et tout le monde voit ça. Absolument. C'est incroyable. Oh. Je comprends tout à fait votre indignation, d'autant plus que au moment où il fait ça, il y a des enseignants qui n'ont pas connu d'augmentation de leur indice depuis plus de 15 ans, 20 ans. Il y a des retraités, qui n'ont pas perçu. On a le cas d'un retraité qui a un enseignant retraité qui a travaillé pendant 32 ans et allé en retraite en 2004 et n'a pas perçu un seul copec, un centime. Et là, je vais demander à la régie si elle permet de nous diffuser cette vidéo. Je sais que je le prends un peu de coup, mais je voulais qu'on voit. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis un enseignant, un vieux enseignant qui a enseigné pendant 32 ans. Je suis allé à la retraite depuis 2004. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais profité de cette pension. Mes dossiers, ils ont jeté là-bas au final. Je n'ai rien, je n'ai personne pour démarcher. Je suis aveugle depuis plus de 15 ans. Mais voici, je suis en train de mourir. Pardon, venez à mon secours. Je vous en prie. Je vous en prie. Venez m'aider. Venez m'aider. Je m'appelle Gentil Joseph. C'est ma numéro, c'est moi qui vous parle. J'ai enseigné les enfants de ce pays. Ils sont déjà en train de servir. Mais me voici qui me regardez-moi. Regardez-moi. Pardon, ayez pitié de moi. Je vous attends. Pardon. Merci à la régie. Je suis sincèrement choqué. Choqué parce que cette image, on voit un de nos anciens. Il a formé l'élite. Il a formé nos enfants. Il nous a formés tous. Il a enseigné les gens. Et il se retrouve à aller en retraite
plus de 21 ans, il n'a pas perçu un seul copain. Pendant ce temps, on prend l'argent dans les poches de l'État pour distribuer comme ça, comme vous dites, sans trace, sans justificatif, sans tout. Au lieu de payer les retraites des gens qui ont mérité, qui ont œuvré pour construire ce pays. Est-ce que c'est ce Cameroun que nous voulons laisser, Marianne? Que vous inspire tout ce que vous venez de voir? Vous savez, j'ai publié cette vidéo il y a un jour. J'ai eu sur ma page web, j'ai publié je savais pas. Il y a un jour. Et j'ai eu des commentaires sur ma page, des gens qui disaient, il faut qu'on le trouve, il faut appeler un certain pingouin, Bruno Bidon, c'est qui, je ne sais pas. Et donner, Madame Simon, il faut donner le nom de ce monsieur, il est où pour qu'on aille. J'ai décidé, j'ai dit que je ne donne pas son nom. Je ne vous donne pas son nom. Pourquoi? Ils sont des milliers et des milliers dans son cas. Il n'est pas le seul. C'est lui qui a parlé, mais tous sont là. Il y a plein de gens. Les enseignants sont là, ils ne sont pas augmentés depuis. Ils vivent tout ça. Non, j'ai dit que je ne donne pas. Je ne donne pas son nom. Ils vont trouver ça seul. Parce que c'est encore une histoire à venir se gargariser. Vous voyez, on a réglé le problème de ce monsieur. Oh, ça va. Alors qu'il y a 2-3 ans, l'enseignant Amidou, qui est mort dans le Nord, pour les mêmes problèmes, parce que lui n'avait pas aussi été, il n'avait pas eu sa prime. Il est mort. On a vu le ministre d'enseignement du secondaire recevoir sa femme, sa veuve, pour lui remettre la prime d'allumer le gars. Ce garçon était déjà mort. Ce monsieur, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. On ne peut pas, on ne doit plus accepter que ce soit la charité qui donne du pain aux Camerounais. Les gens ont droit à avoir ce qui leur est dû. Il faut régler le problème de ces retraités qui n'arrivent pas à toucher leur retraite. Pas régler le problème de ce monsieur. Je suis désolé. Cette vidéo m'a empêché de dormir. Mais je ne voudrais pas qu'en réglant le problème de ce seul monsieur, qu'on oublie qu'il y en a des centaines, des milliers qui sont dans ce cas. Tout à fait. Qui sont dans ce cas. Il y a des gens qui sont morts, qui n'ont pas perçu ça. Parce que les mêmes personnes perçoivent l'argent de ces gens-là. Ou d'autres raquettent les Camerounais qui veulent toucher leur prime avec des menaces. On va vous payer si vous nous donnez 20% de ce que... Non, ce n'est pas normal. Ce monsieur n'est pas le seul. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont dans les biens, qui n'osent même plus parler. Et ce monsieur son problème ne doit pas être réglé comme ça. Il faut régler le problème de tout ce monde-là. Et c'est ce que nous demandons. C'est pour ça que nous nous battons pour mettre hors de table de nuire ces gens, ces maléfiques. Parce que c'est plus que de l'incompétence. C'est de la méchanceté. Moi, je trouve que c'est plus que de l'incompétence. C'est de la méchanceté. Je leur dis, un homme sain ne peut pas traiter son semblable de cette manière. Ils sont malades. Ces gens-là sont malades. Merci. Vraiment, ces gens sont malades. Toujours dans la même mouvance. On a un ministre de la Jeunesse qui se gargarise d'avoir offert 79 motos aux jeunes. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est ça que je ne comprends pas avec ce gouvernement. On a le système, l'ascension sociale qui a existé de notre époque, et même avant nous, par l'école. C'est-à-dire qu'il fallait faire l'école, réussir à l'école pour espérer entrer dans une grande école et réussir sa vie. Ne fonctionne plus. Pour accéder aux grandes écoles, les grandes écoles sont réservées à leur descendance, aux descendants des ministres, des préfets, et qui sais-je encore, et des gens du pouvoir. Et le reste du peuple, ils doivent se contenter des motos. Est-ce que c'est ce Cameroun qu'on attend? Quelle analyse faites-vous de la situation? Surtout, monsieur, lorsqu'on sait que la plupart de ces gens-là, leurs parents étaient des paysans. Donc, ils étaient à une échelle comme
les non-nés aujourd'hui au Cameroun. Mais ils ont réussi par cet ascenseur social, par cette école qui créait une égalité entre les citoyens à être là où ils sont. Parce que eux, ils n'ont pas aussi hérité ça de manière par une filiation. Leurs parents étaient des paysans, la majorité de ces gens-là. Mais quand ils arrivent, ils bloquent l'ascenseur. Ça dit pour eux, ce n'est que par filiation, par le sang, par les réseaux qu'on peut devenir quelqu'un au Cameroun. Regardez les résultats de l'ENAM. Et on donne des primes, on vend des motos, on donne des motos à des jeunes qui ont un bac plus 4, plus 5, des masters, qui se retrouvent des conducteurs de moto. Mais leurs enfants, on les met à l'éré. Voyez même le Momo, Jean de Dieu Momo, qui était de l'autre côté de l'opposition. Il a d'abord mis sa fille. Aujourd'hui, c'est son fils qui est aussi à l'ENAM. Ouais. Donc, vous voyez à quel point comment le Cameroun fonctionne. Et j'ai vu le super maire de Douala qui a lancé aussi une espèce de concours pour des Isaac, je sais pas, Isaac a lancé un truc pour des jeunes, pour être conducteur de camions poubelles. Il n'y a pas de ce métier. Mais ça, c'est pour les non-mêmes, pour des gamins qui ont été à l'école, qui ont eu leur diplôme et qui se retrouvent là. Mais pour eux, leurs enfants, je crois que leurs enfants sont les plus intelligents du monde. Je crois que dès qu'on a un enfant de ministre ou de directeur général, forcément, on est intelligent. Et quand on n'est pas, on est un enfant de non-name, on est forcément un peu bête. Il n'y a que la moto ou conduire un camion. Des camions poubelles. Qui correspond à ces gens-là. Mais sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais on marche sur la tête. Mais je crois que c'est de la méchanceté. La ressource humaine pour un pays, ce sont ces jeunes. C'est avec ces jeunes qui ont fait des études ou qui entreprennent que ce pays peut avancer. La preuve, comme il ne s'occupe pas de cette jeunesse, de ces jeunes non-nés, on voit où va le pays. On voit où va le pays. Mais, je ne sais pas, quand je vois des gens qui sont là à encenser Biya, je me dis, mais ils ont un problème sérieux. Ou soit, c'est leur intérêt personnel. Mais est-ce qu'ils savent que le patriotisme, c'est lié l'intérêt général à l'intérêt individuel? Parce que si ce pays marche bien, tout le monde peut s'en sortir. Absolument. Nos jeunes ne penseront plus que ce n'est que dans l'ailleurs qu'on peut arriver. C'est que chez soi-même, on peut devenir quelqu'un par la force de ses bras, par la force de son intérêt, par la force de la niaque qu'on a. Pourquoi faire en sorte que tous les jeunes puissent penser seulement que c'est dans l'ailleurs qu'on peut s'en sortir, alors qu'on a un pays si riche dans son sous-sol, dans tout, dans la jeunesse. La jeunesse n'est plus le fer de lance, ce n'est plus le fer de lance de la nation, c'est maintenant le sang, les liens de sang qui sont le fer de lance d'une nation. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ces gens. J'ai du mal. Mais ça va changer. Le peuple ne peut plus se laisser avoir comme ça. C'est fini. Puisqu'on arrive au bout, on ne survit plus. Donc, comme on dit, un cadavre n'a pas peur de du cercueil ou du cimetière. On est au bout. Un cadavre n'a pas peur du cimetière. La question qui m'inspire, qui me vient à l'esprit, c'est à se demander si le pouvoir en place ne fait-il pas exprès pour maintenir les gens dans la précarité afin de mieux les contrôler. On sait très bien, il y a un illustre économique que je connais qui a parlé de la pyramide de Maslow. Il a dit que c'est cette pyramide qui fait qu'on entretient les gens pour qu'ils ne pensent qu'à survivre
et du coup, ils ne réfléchissent pas sur d'autres besoins. Est-ce que ce n'est pas un truc savamment réfléchi par le pouvoir en place pour précariser les Camerounais et permettre, évidemment, à leur descendance de s'en sortir mieux et d'assurer leur élève? N'est-ce pas quelque chose de réfléchi comme ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on ne pense qu'à manger, à se loger, à se soigner, est-ce qu'on va penser, on a l'esprit à penser au devenir du pays? Non, absolument pas. On est concentré sur ses besoins primaires, manger, se loger, se soigner. Le reste, peu importe. Donc, ils font ça vraiment, c'est bien pensé. Et la preuve, donc, ils vont jusqu'à faire croire aux Camerounais que Biya vous a construit des universités. Biya a construit des routes. Biya vous a construit des hôpitaux. Avec l'argent de qui? Avec son argent? Avec son argent? Et les gens disent, n'est-ce pas, Biya vous a construit? Biya a construit avec l'argent de qui? Avec l'argent de qui? C'est le Cameroun qui a à travers des ministres ou des gens construit des écoles ou des hôpitaux et encore. Mais pourquoi on dit Biya? Merci papa Biya, merci Biya. Avez-vous entendu un jour des gens ailleurs dire merci Trump d'avoir construit, merci Macron d'avoir construit un aéroport? C'est Macron qui a construit un aéroport. Est-ce que c'est Biya? Mais c'est fou. Dans un pays doté d'autant d'intellectuels, doté de tant de grosses têtes. Et on voit un professeur d'université dire Biya vous a construit avec l'argent de qui? Biya a donné, a offert le Hajj. C'est avec l'argent de qui? C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est son argent. C'est son argent. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, mais quand on ne pense qu'à manger, à trouver de quoi manger, à trouver de quoi se vêtir, à trouver comment soigner son enfant qui est en train de mourir comment voulez-vous qu'on passe à autre chose? C'est comme ça qu'on voit des Camerounais qui viennent arrêter les autres jeunes qui manifestent en disant non, nous on veut la paix, la paix. La paix quand on a faim, la paix quand on ne peut pas se soigner, la paix quand on ne peut pas se loger. C'est quoi cette paix-là? La paix, c'est quand on est bien au fond de soi. C'est là où on est. La paix, c'est pas un mot. C'est pas un mot vert qu'on balance dans nous, on veut la paix. Quel est le Camerounais? Le Camerounais a la paix. C'est ceux qui bouffent qui ont la paix. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, c'est eux qui amènent la guerre. Les Camerounais sont en guerre depuis longtemps. Ils sont meurtris. Donc, la paix, c'est un vain mot qui balance comme ça. Non, on ne veut pas la paix. Hein. Non, on ne veut pas les problèmes. Hein. Vous êtes déjà vous êtes les problèmes même. Vous êtes dans des problèmes. Votre réponse m'inspire une situation. Le pouvoir en place, mine de rien, c'est savamment organiser certaines choses. Ils ont fait croire à la communauté de nos frères du centre et du sud, et je vous précise que je suis issu du centre moi-même, de faire croire à certains que non, mais si on changeait de religion, s'il y avait une alternance ici, là, le reste des populations camerounaises chercheraient à se venger de vous, comme si c'était comptable des erreurs que eux ils ont commises. Ce n'est pas parce que Biya est du Sud que tous les Camerounais du Sud sont comptables de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ne concerne que son gouvernement. On sait très bien quand on regarde le développement, on dit que là où la route passe, le développement suit. On voit que nous n'avons pas de route. Surtout quand on approche les saisons de pluie, c'est une hécatombe. On voit ce qui se passe
dans tout, à l'est, au centre, au sud, partout, dans toutes les régions. Comment c'est un calvaire pour passer d'un village à une autre, d'une commune à une autre. Mais cette idée de vouloir faire croire que non, mais si vous les laissez, ils prennent le pouvoir, ils vont se retourner contre nous. Ils essaient de tribaliser à chaque fois le débat politique. Comment sortir de cette situation? Parce que c'est un discours qui a été tenu depuis des années. Comment on peut sortir de cette situation, chère Marianne? Il faut leur expliquer, il faut expliquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette logique-là. On leur fait faire des réunions dans les villages. Vous savez, moi, j'ai perdu, je ne peux pas dire que c'était des amis, des followers avec qui on passait des journées entières à taper sur le gouvernement, à dire ce qui ne va pas. Dès qu'il a s'agit de son présidentiel, j'ai vu d'autres visages. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Parce que ces gens étaient du Sud. Ils se sont sentis attaqués. Ouais. Ils se sont sentis attaqués. Je n'ai pas compris. Des gens avec qui on a passé le temps à refaire le monde, refaire le Cameroun. Si ces gens-là partent, le Cameroun sera bien et tout. Dès qu'il s'agit d'enlever, de se battre contre ce régime RDPC. Parce que le RDPC, il n'y a pas que les boules, les petits. On s'est séparés. J'ai vu d'autres visages. Parce qu'effectivement, le gouvernement a travaillé des gens en disant, ah, ces gens-là, ils vont dire que c'est vous, et ils vont faire la chasse aux bêtis. Le pouvoir n'a jamais été bêtis, ni le pouvoir n'a jamais été Peul. Quand il est parti, on a fait la chasse aux gardes du Nord. Vous avez vu une chasse aux gardes du Nord? Absolument. Il n'y a pas eu de chasse. Il n'y en a pas eu. Pourquoi on ferait la chasse aux bêtis? Les bêtis, on fait quoi? Et dans ce gouvernement de ce pouvoir de Yaoundé, il n'y a que les bêtis. Il y a d'autres personnes. Il y a plein de gens qui profitent de ce pouvoir, qui broient les Camerounais. Est-ce qu'il n'y a que les bêtis? Quand eux-mêmes, ils regardent les routes qui vont dans leur village, comment c'est leur village, ils se disent que leur frère a fait quelque chose pour eux. C'est une manière de les amener, mais je suis assez étonné que des gens que je croyais un peu élevés, sensés, qui s'offusquent des injustices dans les autres pays, je les revois là en train de défendre l'indéfendable. Je me dis, mais je rêve ou quoi? Ou alors eux aussi se sont dit, ah, peut-être que je risque d'avoir un poste, je vais mouiller le maillot pour qu'on me prenne, ou on leur a promis des postes. Je ne comprends pas. Des intellectuels. Alors je leur dis, la Bible, moi je ne suis pas chrétien, je suis agnostique. La Bible dit, de deux femmes qui seront dans les champs, l'une sera prise et l'autre laissée. Il n'y aura pas assez de place pour eux tous. Ils vont encore revenir s'opposer à ce pouvoir. Je vois Fédolin qui commence à dire, on n'a pas mouillé le maillot pour rien. Ce que vous faites là, déjà, mais ils seront nombreux à venir nous retrouver dans la vérité. Et cette vérité, c'est Issa Chiroma a gagné. Ils vont revenir nous trouver là-dedans. Ils ne seront pas tous pris. Pas du tout. Mais ils ne peuvent pas avoir de chasse aux sorcières. Ceux qui ont pillé ce pays, évidemment, on leur demandera des comptes. Ou il y aura un audit. Mais ceux qui sont tranquillement, qui ont souffert, comme nous autres, au nom de quoi ils vont être pourchassés? Au nom de quoi? C'est une illusion que le pouvoir leur met en tête. Mais toute chose a une fin, tôt ou tard, il y aura un autre président dans ce pays qui ne sera peut-être pas du sud ou du centre-sud, qui sera d'ailleurs. Comment ils vont faire? Donc, ils vont laisser ce problème à leurs descendants, à leurs enfants et petits-enfants, alors qu'on devait régler le problème du Cameroun maintenant. Je trouve ça extraordinaire. On ne peut pas me faire avaler ça. Donc moi, dès que le pouvoir va changer de quitter le sud ou le centre-sud, si bien ça va, je vais pourchasser mes neveux et nièces. Non. Qu'est-ce que mes neveux et nièces qui sont les Atangana?
qui s'appelle la Tangana, qui s'appelle Belibi, ont à voir avec la gestion d'un groupe de mafieux issus de toutes les régions du Cameroun. Qu'est-ce que mes neveux et mes nièces ont à voir avec ça? Vous trouvez que c'est des gens normaux, des gens qui pensent ça? C'est normal? Oui, peut-être que eux, quand il y a eu le coup d'État de 84, ils ont pourchassé les nordistes. Ils ont peut-être pourchassé les nordistes, donc ils ont peut-être peur que le peuple fasse la même chose. Non, ils ont pourchassé parce qu'ils ont dit qu'ils étaient responsables du coup d'État, entre guillemets. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça. On a conçu ce pays. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons construire ce pays. Et on ne construit pas ce pays dans la haine. On ne peut pas construire un pays avec des ressentiments, avec de la haine. Parce qu'on a besoin de tout le monde, de toutes les compétences venant de toutes les régions du Cameroun pour construire le pays. Leur intelligence nous apportera. Pourquoi on va se dispenser de leurs compétences, de leur intelligence parce qu'ils sont du sud ou du centre-sud? Est-ce que c'est sérieux de penser ça? Il faut tendre, bien sûr, vers le fait qu'à un moment où le développement sera au top, on ne pensera plus que tel est de telle ethnie, tel est de l'autre, et que toutes les villes seront bien développées. À quel moment on le pensera? Les mêmes gens qui disent ça, souvent, ils ont fait les études à l'extérieur. Ils ont fait les études dans des pays, dans des quartiers, dans des villes où le maire de la ville n'était pas de leur région. Mais ils ont réussi à construire leur vie. Ils ne pensent pas à ça. Est-ce quand ils sont allés aux États-Unis ou en France ou ailleurs, le maire de cette ville-là était du centre-sud? Le député était du centre-sud? Non. C'était un député de ce pays, mais ils ont réussi à construire leur vie sans avoir quelqu'un de leur ethnie ou de leur communauté comme au pouvoir. Pourquoi ça ne peut pas arriver au Cameroun? C'est vers là qu'on doit tendre. Qu'on ne puisse savoir, même qu'on soit tous des Camerounais, même si on ne va pas renier nos régions d'origine ou nos origines, mais on est d'abord, on devient Camerounais parce on est dans un destin commun. On fait la route ensemble pour un Cameroun meilleur. Pourquoi on va pas tendre vers ça? Destin commun, la route ensemble, d'autant plus que le Cameroun regorge de ressources humaines importantes en Afrique. On est parmi les on a un sol et un sous-sol riche. Et en plus de ça, on a des hommes compétents qui sont capables de redresser ce pays. Et comme vous dites, nous avons besoin de tout le monde pour œuvrer pour cela. Mais pour cela, il faudrait que les uns et les autres, qu'on réussisse à remettre les institutions fortes, comme vous avez dit. Je saisis cette occasion pour inviter nos web auditeurs et auditrices de ne pas hésiter à poser les questions que nous transmettons à notre invité, Marianne Ekane, secrétaire nationale aux affaires extérieures du Maniden. Donc, toujours bienvenue. La question qui me revient à l'esprit, c'est la situation d'un de nos leaders, Monsieur Anissé Ekane, qui est votre frère. On voit que ce pouvoir ne respecte en aucun cas la Charte des droits de l'homme qu'elle a pourtant signée. Non seulement elle a injustement et illégalement enfermé, mis en prison M. Anissé Ekane, mais le pouvoir, ces derniers temps, nous avons appris quelque chose de très alarmant, lui a retiré les appareils qui servent, les appareils respiratoires. On pense à son extracteur d'oxygène et son aérosol, ces appareils importants pour qu'il puisse soigner son affection. La question qui me pose, vous, je sais que vous êtes particulièrement touché du fait que ce soit votre frère, mais quel commentaire pouvez-vous faire de cette situation? Le pouvoir cherche-t-il à éliminer, à contraindre notre leader de se régner ou veut-il l'amener jusqu'à une élimination physique? Qu'est-ce que vous en pensez?
Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Si c'est la deuxième, si c'est pour l'amener à se renier, bon, ils attendront longtemps, ça ne peut pas venir d'Anissé. Pas du tout, il ne va pas se renier. Il a bien dit, négocier, c'est trahir. Et eux-mêmes au pouvoir, ils savent qu'on ne fait pas plier Anissé Kane. Mais ce que je veux dire, c'est que même si leur intention première, je n'en sais rien, n'était pas de l'éliminer, le jour où ils ont arrêté Anissé Kane, ça s'est passé ainsi. À 16h, ce jour-là, j'ai appelé Anissé Kane pour lui dire que le neveu a été interpellé par la gendarmerie et qui se trouve à la Légion de gendarmerie à Bisseke. 16h, et il m'a dit, j'y vais tout de suite. Pourquoi? Je dis, j'en sais rien. C'est ce que je viens, et notre sœur aînée vient de me dire. Donc, Anissé est arrivé là-bas certainement vers 17h, 16h30, 17h, je ne sais pas loin du siège du Manidem, avec le chauffeur. Ils ont interpellé, non, il est arrivé plutôt en Yango parce que le chauffeur avait déjà été interpellé. Ah. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'il est chauffeur de Anissé Kane. Anissé est arrivé dans la gendarmerie, disons 17h. On lui a fait comprendre, il a demandé que son neveu a été arrêté. Pourquoi? On lui a dit oui, on est en train attendez, on va voir, on vous recevra. Bon, lui ne savait pas que c'était un appât pour l'amener à la gendarmerie. Vers 18h, qu'on lui dit, donc il a attendu de 16h à 18h. L'extracteur était dans la voiture déjà saisie dans le garage de la Légion. Donc, vers 18h, on lui dit, monsieur, bon, vous êtes là, vous êtes en état d'arrestation. Ah bon, pourquoi? Oui, bon, on vous dira. Ils l'ont pris à 19h ou 19h30 pour l'amener à Yaoundé. C'est au moins 5 heures de route. Ça, il a demandé qu'il a son extracteur d'oxygène dans la voiture. Ils ont dit niet. Donc, ils l'ont conduit de Douala jusqu'à Yaoundé dans la voiture de police ou de gendarmerie. 5 heures de route. Ça veut dire que si Anissé avait eu un malaise, une crise, il serait mort sur la route. Parce que je ne crois pas que sur la route de Douala jusqu'à Yaoundé, il y a un établissement sanitaire hospitalier hyper aussi équipé pour le prendre en charge. Ils l'ont amené au CED après 5 heures de route, sans arrêt, sans s'arrêter. Et ils l'ont auditionné le même soir. Donc, de 17h jusqu'à peut-être arriver, il a appelé vers 2h du matin. On a laissé qu'il appelle, qu'il passe un coup de fil à 2h du matin pour dire qu'il est au CED, qu'il est déjà à Yaoundé. Donc, de 16h à 2h du matin, il n'a pas eu accès à son extracteur d'oxygène. Alors que l'extracteur d'oxygène, c'est-à-dire quand il peut respirer normalement 2 heures, 3 heures sans problème, mais il désature, c'est-à-dire l'oxygène lui manque. Et donc, il a besoin de temps en temps de son extracteur d'oxygène pour en reprendre. Et cela est dû au fait qu'il a eu un Covid. Et c'est souvent ceux qui ont pu réchapper au Covid souffrent après de cette désaturation d'oxygène. Donc, il est resté jusqu'à 2h du matin sans ça. Moi, je vais vous dire, j'étais surprise quand Anissé Kane n'ait pas fait de malaise. Parce que les médecins disent que quand on a ce problème-là, la petite angoisse vous fait accélérer le corps. Et donc, on a besoin, c'est comme quand quelqu'un voilà, une certaine anxiété, ça vous fait... J'ai été étonné qu'il n'ait pas eu de crise, qu'il soit arrivé jusqu'à 2h du matin sans son extracteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ce genre de situation politique qui crée de l'anxiété à Anissé.
Il a pu tenir jusqu'à 2 heures du matin sans aucune crise. Parce que c'est un combattant. Il était dans son élément et il n'a pas vu là. Il n'a pas paniqué. Donc, il est au CED. Il a fait une crise dans la nuit. Donc, on l'a mis à l'infirmerie. On lui a donné on l'a mis sur oxygène. Et les avocats sont donc allés 2 jours après demander à la Légion qu'on récupère les appareils qui étaient dans son véhicule. Dans la voiture. Le colonel Otoulou a d'abord dit il n'y a rien dans la voiture. Les avocats sont donc allés et le chauffeur a dit que c'est dans la voiture. Le chauffeur il est déjà à Niobel, il était déjà à Niobel, interné à Niobel. L'avocat est allé donc voir à travers la vitre et a vu l'appareil, les 2 appareils, l'extracteur et l'aérosol dans la voiture. Et donc reparti voir Otoulou. Lui dire que mais moi je vois à travers la vitre l'extracteur d'oxygène et l'aérosol dans la voiture. Otoulou lui dit refuse de le recevoir. Donc il a traîné. Aujourd'hui, nous sommes au 31e jour. Ça fait 3 semaines qu'il se moque. Il n'avait qu'à ne pas faire ça. Il va donc crever sans ça. Et ce sont ces mots. Dès que le maître Méli met donc officiellement une lettre, fait une lettre pour mettre l'opinion nationale et internationale et même les autorités en garde sur ce qui risque d'arriver. Hier samedi, le fameux Otoulou appelle la femme d'Anissé. Il l'appelle pas, il fait sortir le chauffeur, il va le chercher à Niobel pour appeler la femme d'Anissé. Le chauffeur appelle l'épouse d'Anissé pour lui dire Madame, je suis là, vous pouvez venir chercher l'appareil. Samedi, la femme d'Anissé demande que je ne vois pas pourquoi je viens chercher l'appareil. Apparemment, on l'avait sorti, il était dans un bureau et on lui faisait dire ce qu'il a dit. La femme d'Anissé a dit que non, ça ne me concerne pas. Je vais appeler l'avocat, Maître Méli, et les conseils pour qu'eux, ils viennent avec moi ou seuls à la gendarmerie pour récupérer l'appareil. Donc, elle appelle Maître Méli. Maître Méli lui dit effectivement que ça ne se passe pas comme ça. Cet appareil est là depuis 30 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. On ne sait pas s'il fonctionne encore. On ne connaît pas les manipulations qu'ils ont pu faire. On n'en sait rien. Si vous voulez remettre cet appareil, vous le remettrez en présence des médecins de l'ANICE Canet, après une expertise, avant qu'il utilise cet appareil. Parce qu'on ne peut pas l'avoir gardé 3 semaines. Je ne sais pas où, dans la poussière. L'avez-vous virusé? Qu'est-ce que vous avez fait? On n'en sait rien. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez confisqué l'appareil, c'est public, donc vous devez le remettre aussi publiquement et avec des garanties. Parce que cet appareil n'a pas été acheté au Cameroun, il vient de France, d'Europe, et la maintenance se fait en Europe. Donc, on va déjà voir ce qu'il y a dans l'appareil. S'il n'est pas virusé, s'il n'y a pas, parce qu'avec ces gens-là, on ne sait jamais. Mais si c'était pour faire plier un lycée, il faut qu'Otoulou sache que qui demande à ses supérieurs, peut-être aujourd'hui à la retraite, qu'on ne peut pas faire plier un lycée. Qu'on ne peut pas. Marianne, vraiment, c'est très bien pour ce détail, c'est important. Je comprends que vous soyez particulièrement touché parce que avant d'être le leader du Manidem, il est d'abord votre frère. Et j'aurais aimé qu'on ne cite pas les contemporains, comme on dit. On aurait dû dire simplement le commandant de la région de Besseke, on peut le retrouver. Les gens peuvent non, moi je le cite. D'accord. En tout cas, ce que vous avez dit, c'est le commandant, le colonel Otoulou. La chaîne SCCO. Parce que ça l'amuse peut-être. Ok. Je le cite. Ça l'amuse peut-être, mais demain, ça l'amusera plus. Et je lui dis aussi aujourd'hui, laissez-moi, je finis, je lui dis aujourd'hui que lorsque Mobutu fuyait à toute vitesse à l'aéroport avec sa famille, des gens comme lui, il ne les a pas emmenés avec. Donc, il s'en foutait du sort des colonels comme lui.
Donc, comme il fait un excès de zèle, je ne sais pas si c'est aussi des ordres ou c'est un excès de zèle, qu'il sache que le pardon va être difficile dans ce pays. Mais il ne pourra pas faire plier Anissé. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Il ne pourra pas. Ok. Et comme lui-même, Anissé dit, il n'y a rien d'absolu dans la vie, même pas la mort. Sinon, on ne vibrerait pas encore à l'évocation des noms de Ernest Ouandi, Oumyobe, Thomas Sankara et autres. Donc, il n'y a rien d'absolu, même pas la mort. Ok, nous allons retenir ça. Il n'y a rien d'absolu, même pas la mort, et que nous connaissons la résilience et la force de caractère, la force de conviction de certains de nos leaders, dont Anissé Kane. Nous sommes en train d'aller maintenant vers la fin de notre émission. Et je tiens juste à rappeler que j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir seul parce qu'on a deux autres panélistes qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils ont voulu être là, mais pour Elvira Api, je crois qu'elle a été, elle est actuellement entre deux avions. Elle n'a pas pu se libérer. Et notre frère aussi, le deuxième panéliste, je crois que c'est Jean Clovis, si je m'abuse, lui aussi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu rejoindre le plateau. Mais nous avons été très heureux de partager ce plateau avec vous. On sait que vous êtes une grande femme, une femme de grande valeur. Nous allons tirer vers la fin. La question en 1 minute que je peux vous poser, c'est de savoir quel souhait pouvez-vous émettre pour ce Cameroun en cette période difficile, en une période décisive et difficile. Quel est votre souhait? Quel est votre rêve? Comme disait quelqu'un, je pense à Martin Luther King, qui avait rêvé de voir un peuple uni où les Noirs et les Blancs partageaient les mêmes choses. Nelson Mandela, quant à lui, quand il est arrivé, il a évoqué le grand pardon pour réconcilier toute la nation d'Afrique du Sud. Et quel message positif vous pouvez donner à l'endroit de tous les Camerounais et surtout du peuple qui continue de se battre pour la vérité des urnes du 12 octobre dernier. J'avais un frère aujourd'hui décédé qui était qui avait beaucoup d'humour, qui disait tout le temps, on ne partage pas la pauvreté, on ne partage que la richesse. Donc je rêve d'un Cameroun riche, développé. Et lorsque tout cela arrivera, les Camerounais ne vont plus, il n'y aura plus de haine parce que les richesses seront partagées avec tout le monde. Donc, je rêve de ce Cameroun-là. Merci. Si ça peut, je lis certains posts, des messages de soutien que certains vous envoient. On décrit Madame Ekan est une dame de fer, Madame Ekoa est au courage, tout ça. Au Bosso, on dit que sûrement des gens qui vous envoient, qui vous trouvent sympathie et beaucoup de cœurs que vous recevez. En tout cas, vraiment, nous sommes très heureux d'avoir partagé ce soir cette émission. Le Cameroun n'est pas seulement dans une crise post-électorale, il est dans un bras de fer historique entre la légalité proclamée et la légitimité ressentie. La question n'est plus que fait le pouvoir, mais la question est désormais que fera le peuple face à la vérité des urnes. J'invite les uns et les autres à rester mobilisés. Je souhaite à tous une bonne soirée, un bon début de semaine et à la semaine prochaine. Merci à vous et au revoir. Gros kiss à toi, à Marianne et beaucoup de choses, beaucoup de force pour la suite et à tous nos prisonniers politiques, beaucoup de force à eux. Merci et bonne soirée. La lutte continue. Il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on est...